MOOC. La meilleure façon d'aborder la question du virtuel et de la relation entre le sujet et le virtuel, qui est un des aspects de ce cours, hein, de ce MOOC, en tout cas en ce qui me concerne, et de reprendre de façon brève le parcours professionnel qui m'a amené à rencontrer les mondes virtuels dans les pratiques psychothérapeutiques. Donc c'était aux alentours des années 90, 92, où en pratique libérale de jeunes patients, j'ai rencontré une difficulté de psychanalyste débutant à nouer une alliance thérapeutique avec des jeunes patients. Et ces jeunes, un jour, un de ces patients avec lequel j'étais démuni et ne savait vraiment que faire, un patient réticent à rentrer dans une relation thérapeutique avec un thérapeute, n'arrêtait pas de regarder du côté de l'ordinateur qu'il y avait sur mon bureau. Et finalement, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais ça t'intéresse cet ordinateur, tu veux faire quelque chose? Il m'a dit, oui, je veux jouer à un jeu vidéo. C'était dans les années 90. Il a amené un jeu vidéo en séance, ce qui pour moi a été très difficile à faire au départ, parce que j'avais des interdits surmoïques de psychanalystes débutants, comme quoi les jeux vidéo, tout ça, c'était quelque chose qui n'était pas souhaitable, qui enfermait les enfants, etc. Et à contrario de ces préconceptions, la thérapie, par la médiation de ce jeu, s'est déployée dans des dimensions tout à fait nouvelles, permettant une alliance de travail et permettant de recueillir du matériel qui m'a permis d'avancer dans la thérapie. Alors, j'ai étendu cette pratique à d'autres jeunes et progressivement, au cours des années, ma pratique de médiation par les jeux vidéo s'est affinée et m'a permis au bout d'un moment d'en tirer des conclusions et d'essayer d'avancer dans la compréhension théorique de ce gain thérapeutique fourni par le virtuel. Alors la première piste sur laquelle j'étais, c'était de considérer l'aspect figuratif de ces jeux, c'est-à-dire le choix par un jeune d'un type de jeu, que ce soit un jeu de guerre ou un jeu d'aventure, etc., reflétait des dimensions de son monde intérieur, de son monde inconscient. Donc le jeu vidéo devenait un espace projectif de ces fantasmes. Et en utilisant ce matériel, en l'interprétant de façon classique en thérapie, je parvenais à un certain nombre de résultats. Le meilleur exemple, c'est les Sims, hein, où dans ce jeu vidéo, on construit une maison, on construit une famille, on met des personnages, et le patient créant ces personnages, comme si c'était en fait la réalisation de son désir. Donc le jeu de vidéo devient un espace de réalisation de ses désirs et de ses projections. L'exemple le plus classique, c'est l'enfant de famille séparée, le couple parental s'est séparé, l'enfant en souffre, il ne parvient pas à le dire dans une énonciation verbale, et il va le dire au travers du jeu vidéo, en créant par exemple recréant un couple uni, une famille unie, à l'intérieur d'un monde virtuel. Le jeu vidéo, l'espace de créativité du jeu vidéo, devient un espace de projection de son désir, de réalisation de ses fantasmes. Et on est là devant un matériel très conventionnel qui peut être interprété au sens psychanalytique du terme. De même pour les jeux de guerre ou les jeux d'aventure, où le choix électif par un patient de ce type de jeu renseigne, fournit du matériel à interpréter sur le refoulement éventuel de pulsions agressives, les désirs de mort, etc. etc. Donc finalement, le jeu vidéo, dans ce cadre-là, devient une simple extension des pratiques thérapeutiques conventionnelles et qu'il vient prendre le relais des jeux avec des figurines ou de la pâte à modeler. Et il s'inscrit dans la droite ligne d'utilisation du jeu en matière de psychothérapie de l'enfant. Alors pendant plusieurs années, j'ai été sur ce modèle de compréhension de l'utilisation des jeux vidéo, jusqu'à ce que
je me rende compte que c'était vrai dans un certain nombre de configurations cliniques, mais pas vrai dans d'autres configurations. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de patients pour qui le jeu vidéo en thérapie ne rentrait pas dans ce cas de figure. Il n'y avait pas le choix des jeux, le choix des composantes figuratives de ces jeux n'était pas le plus important. Il se passait quelque chose d'autre que j'essayais de comprendre, en particulier sur le plan intellectuel, le plan de la pensée. Beaucoup d'enfants qui m'étaient envoyés sont des enfants qui étaient en grave difficulté scolaire, avec une incapacité à pouvoir rentrer dans des processus d'apprentissage et de pouvoir penser correctement, et en tout cas avoir une perte de confiance dans leur capacité à penser. Or, le gain thérapeutique de l'utilisation conjointe des jeux vidéo en psychothérapie aboutissait à un gain thérapeutique, à une réharmonisation des processus de pensée, et ce qui était cliniquement tout à fait apparent. Alors, avec des variations selon les cas, bien évidemment, mais avec le recul d'un certain nombre d'années, les grandes lignes quand même apparaissent, et l'harmonisation cognitive, employons le mot, l'harmonisation des fonctions cognitives grâce à l'utilisation des jeux vidéo m'est apparue comme une donnée de fait, une donnée d'observation qu'il fallait arriver à comprendre. Alors, ça m'a amené à aller au-delà de l'aspect purement symbolique, figuratif des jeux, l'interprétation des jeux vidéo comme du matériel psychanalytique, pour essayer de comprendre quels étaient les processus de pensée qui étaient sous-jacents à l'utilisation des mondes virtuels. Alors là, moi, j'étais bien évidemment aidé parce que j'ai une formation, j'ai une formation de psychanalyste, mais j'ai une formation en parallèle dans les sciences cognitives, en intelligence artificielle, et donc l'analyse cognitive des situations virtuelles, des actes virtuels, des mondes virtuels était à ma portée, je pouvais le faire. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer sur le plan cognitif dans l'utilisation des mondes virtuels, en particulier avec des jeux comme Minecraft ou autres, mais de façon plus générale. Qu'est-ce qui fait, c'est la grande question du virtuel, qu'est-ce qui fait qu'un sujet apporte une crédit à un monde faux, simulé, qui est un monde virtuel. Comment est-ce qu'il crée ce sentiment de réalité suffisant pour pouvoir penser et agir virtuellement? Donc, quelles sont les bases en fait de l'immersion? Et elles sont pas triviales, ces bases de l'immersion. Elles sont profondes. Il y a une donnée qui vient des études en réalité virtuelle qui est très importante, c'est que ce n'est pas le degré de réalisme des mondes virtuels qui est la donnée essentielle pour comprendre l'intensité de l'immersion. C'est-à-dire le fait qu'on croit à l'existence on croit suffisamment à l'existence d'un monde pour pouvoir agir à l'intérieur. Il y a des sujets que l'on immerge dans des situations artificielles de ce qu'on appelle des caves, donc des systèmes où il y a le plancher, les murs, tout est écran. Les mondes virtuels sont d'un grand niveau de réalisme, et il y a des sujets qui n'arrivent pas à s'immerger, ils n'y croient pas, ils ne rentrent pas dedans. Et puis par contre, vous avez des sujets qui, devant un petit écran d'un téléphone portable, vont s'immerger profondément dans un jeu basique en 2 dimensions, avec des graphismes très pauvres, mais ils vont être profondément immergés. Donc ce n'est pas le degré de réalisme qui joue, même si la plurimodalité sensorielle, c'est-à-dire quand un jeu est associé avec des sons, des vibrations, etc., il donne envie d'y rentrer. Mais ce n'est pas l'élément le plus essentiel. Et donc moi j'ai essayé de comprendre quels étaient les éléments qui permettaient d'apporter de nourrir cette immersion. Et le premier élément que l'on rencontre, c'est celui de la question du hasard. Il faut qu'à l'intérieur d'un monde virtuel ou d'un scénario virtuel, il y ait des objets qui soient des objets imprévisibles. Quand il y a des objets imprévisibles dans un monde virtuel, donc on ne peut pas, qui surviennent et dont qu'on n'attend pas, et dont le comportement est un comportement imprévu, à ce moment-là, on apporte crédit à ce monde virtuel. Les concepteurs de jeux vidéo l'ont bien compris, ils rajoutent parfois des éléments météorologiques imprévus. D'un seul coup, il pleut dans un monde virtuel, un jour il fait beau, c'est imprévu, c'est programmé au hasard, tant est-il qu'on peut programmer le hasard en informatique.
Mais il y a cette notion d'imprévu. Pareil, quand vous avez un objet dans un monde virtuel qui bouge sans qu'on comprenne quel est le sens de son mouvement, son intention. Donc on est en doute sur son intention. Et bien, quand il y a tous ces processus qui sont présents, hasard, imprévu, interrogation sur le comportement d'un objet, et bien on apporte crédit à ce monde, on y croit. Et ça, ce sont des conditions en fait qu'on retrouve dans la vie réelle, c'est-à-dire la cognition, la pensée, elle est fondamentalement faite pour donner sens à des événements imprévus ou incompréhensibles. Elle n'est pas faite pour travailler sur des données qui sont prévisibles. Donc ça, cette notion du hasard était très importante, d'autant plus qu'elle nourrissait la co-immersion, c'est-à-dire le fait que patient et thérapeute, on était en même temps immergés dans une expérience. C'est-à-dire que la surprise d'un événement imprévu dans un monde virtuel était partagée entre le patient et le thérapeute, entre moi et mon patient, et donc on avait une réaction affective commune. On vivait ensemble une même expérience. Et la notion de partage de l'expérience est une notion fondamentale pour comprendre l'efficacité thérapeutique des médiations par jeu vidéo. C'est-à-dire le thérapeute n'est pas dans une situation d'observation du patient en train de manipuler un monde virtuel, d'interagir avec un monde virtuel. Il est avec le patient, ensemble, dans une co-immersion et dans une co-action dans un monde virtuel. Et il y a là un partage des pensées, un couplage des pensées, qui est quelque chose d'extrêmement profond. D'ailleurs, elle trouve ses racines dans le développement du tout petit aux alentours de 6, 7, 8 mois, avec la co-attention mère-enfant sur un objet tiers, un objet externe, et donc elle le réactive, cette notion transférentielle très, très profonde, et c'est par cette co-immersion que quelque chose se produit. Donc l'immersion, elle est liée à cette notion de surprise. La co-immersion est née à cette notion de surprise partagée. Et puis un autre élément, qui est un élément très important, c'est celui de l'intentionnalité. Un sujet ne s'immerge dans un monde virtuel que s'il a l'intention de le faire, non pas en disant attention, je vais m'immerger, mais qui projette son intention sur les objets de son monde virtuel. Et cette intentionnalité est une intentionnalité soutenue par l'attention. L'intention est soutenue par la structure cognitive de l'attention, les fonctions exécutives de l'attention. C'est un spotting, c'est un spot intentionnel qui va se fixer sur un objet et ainsi lui donner consistance. Alors c'est très important cette notion de consistance, de constituance des objets virtuels, parce que les objets virtuels, ce sont des objets qui sont partiels au sens de leur construction perceptive. On les voit sous quelques facettes et on reconstruit psychiquement l'intégrité de ces objets. Donc par l'intentionnalité, on réunifie les facettes constitutives des objets. Donc il y a une construction ontologique faite par l'intention qui permet la construction de ces objets. Alors là, les références, pour comprendre ce processus, c'est les références de la phénoménologie, la phénoménologie de Searle, c'est-à-dire c'est par l'intention que se crée la constituance des objets, mais cette phénoménologie de Searle, elle est confirmée par les sciences cognitives contemporaines. C'est-à-dire que les sciences cognitives contemporaines qui travaillent sur la construction des objets mentaux ont confirmé le fait que c'est par l'intention que se crée la constitution des objets mentaux. Et alors ça, c'était très important pour moi de percevoir ça, en particulier dans la psychothérapie de l'autisme, puisque dans la psychothérapie de l'autisme, ce sont justement ce processus de constitution des objets mentaux qui est altéré. Les jeux vidéo, enfin plutôt les interfaces numériques, les jeux vidéo permettent à ces enfants autistes de reconstituer des objets mentaux qui sont altérés par le fait que les processus attentionnels sont déficients. Donc les sciences cognitives ont tout à fait confirmé ces aspects-là, et donc on se trouve face à un corpus théorique très consistant. Vous avez d'une part la création des objets virtuels par la modélisation des concepteurs en jeux vidéo, qui modélisent les objets à partir d'algorithmes, des contours de formes, des textures, des singularités de ces formes. C'est comme ça que sont modélisés les objets virtuels. Et puis les processus
intérieur, psychique, de constitution des objets mentaux qui sont les, processus cognitifs intérieurs au sujet. Quand on voit un objet, en fait, on reconstitue l'intégrité de ces objets par l'intégration de ces contours apparents. Et donc, on a la même chose, c'est-à-dire dans le virtuel, vous avez des constructions qui sont aussi présentes dans la réalité cognitive du sujet. Et donc, je comprenais mieux maintenant pourquoi le simple fait d'utiliser un jeu vidéo en couplage avec un thérapeute permettait à des enfants qui étaient éparpillés sur le plan cognitif, qui étaient très dispersés, n'ayant pas la capacité de pouvoir fixer leur intention et leur cognition, leur réflexion sur un objet, s'harmonisaient par l'utilisation de ces jeux vidéo. Et là, ce n'est pas l'aspect figuratif du jeu, ce n'est pas le contenu du jeu, ce n'est pas la thématique du jeu qui importe, ce n'est pas l'aspect symbolique du jeu qui importe, c'est le processus même de l'immersion dans un monde virtuel qui est un intégrateur cognitif qui permet cette harmonisation de fonctions cognitives qui peuvent être dissociées dans un certain nombre de pathologies ou de troubles, et en particulier dans l'autisme, où dans l'autisme vous avez une voie royale de la thérapie de l'autisme, qui est l'utilisation des mondes virtuels et des interfaces numériques. Donc il ne faut pas comprendre l'intérêt des enfants autistes pour les jeux vidéo, les tablettes, etc., comme étant une recherche d'automatisme, ou une recherche de répétition, une recherche d'outils machiniques dans lesquels il n'y aurait pas d'affectivité et qui les rassurait. C'est en partie vrai, mais c'est insuffisant pour comprendre ce qui amène les enfants autistes à utiliser ces interfaces numériques. Ils cherchent à retrouver, ou plutôt à construire en eux une capacité d'intégration et de construction de leurs objets mentaux à partir de là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils répètent souvent en boucle des séquences de jeux vidéo, parce qu'ils stabilisent ainsi leur processus de construction intérieure d'objets. Donc à partir quand on comprend ça, eh ben, l'aspect répétitif de l'autisme est moins présent. On en souffre moins en tant que thérapeute d'être en présence d'un enfant qui apparemment répète tout le temps la même chose, parce qu'en fait on comprend intérieurement ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire la constituance d'objets mentaux, et plus loin de petits scripts d'interaction entre des objets. Alors, script, objets mentaux, tout ça, ce sont des termes qui échappent à la psychanalyse, ça veut dire qu'ils ne sont pas celles du corpus conventionnel de la psychanalyse et qu'il faut en fait aller rechercher du côté des sciences cognitives. Et bien évidemment, en tout cas c'est ma position, il n'y a pas d'opposition entre psychanalyse et sciences cognitives, mais il doit y avoir intégration de la complexité de ces champs disciplinaires pour aborder une troisième complexité qui est celle de la clinique. Alors, cette compréhension de l'intentionnalité, c'est tout à fait, ça ouvre toutes sortes de questions, parce qu'on sait que les marqueurs, par exemple, de l'intentionnalité suivent le déclenchement de l'action et ne le précèdent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle linéaire où il y a une intention du sujet et puis réalisation d'une action. C'est pas ça. On a des preuves neurophysiologiques comme quoi c'est le contraire. Il y a initiation de l'action et ensuite marqueur de l'intentionnalité. Ça veut dire que l'intentionnalité n'est pas la source du déclenchement de l'action, elle en est un marqueur qui a une fonction particulière qui est celle de la virtualisation. Alors ça, c'est quand on comprend ça, eh ben on comprend mieux l'appétence extraordinaire pour le virtuel et les effets thérapeutiques qui peuvent avoir, qui sont associés au virtuel. Alors, ces effets thérapeutiques, ils sont bien évidemment dépendants de règles techniques de la psychothérapie. Alors, chaque thérapeute, chaque analyste a son propre style et sa propre façon de faire sur le plan pratique. Moi, je suis arrivé avec quand même plus de 25 ans de pratique à une façon de faire qui est la mienne, et je peux la décrire ainsi. D'abord, la psychothérapie utilisant les mondes virtuels
s'intègre à l'intérieur des règles générales de la psychothérapie. Ça n'est pas une psychothérapie en plus, avec une technique particulière, c'est à l'intérieur de la psychothérapie, de l'art de la psychothérapie psychanalytique, l'ajout d'une dimension nouvelle qui est celle du virtuel. Alors ça a comme conséquence qu'il n'y a pas préconisation pour moi d'utilisation du virtuel. C'est-à-dire que quand un patient, un jeune patient, rentre dans la pièce de consultation, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, soit il va à la petite table où il y a des figurines, de la pâte à modeler, soit il s'assoit en face de moi, ou il s'allonge sur le divan éventuellement, et on parle, soit il va vers les jeux vidéo. C'est lui qui prend la décision, et il n'y a pas proposition de ma part d'aller vers tel ou tel espace de parole. Si on dit que là, le jeu vidéo est une certaine forme de discours aussi. Et ensuite, il y a la nécessité pratique d'être dans une situation où les mondes virtuels sont connus par le thérapeute. Et il faut, c'est la notion de co-immersion qui est très importante. Le risque technique, contre-transférentiel, c'est celui d'une position du thérapeute en observation d'un patient en train de rentrer dans un monde virtuel et de ne pas être dans la co-immersion avec le patient. Ça nécessite une certaine familiarité avec les mondes virtuels et un certain intérêt. C'est pour ça que je ne suis pas partisan de penser que les thérapies avec la réalité virtuelle, les jeux vidéo doivent être généralisés, que c'est simplement chaque thérapeute a ses propres intérêts pour un certain type de matériel et le virtuel se rentre dans ce cadre-là. Alors, le cadre général de la psychothérapie, ça veut dire que la notion de transfert est bien évidemment au premier plan. Alors, le transfert sollicité par ce type de médiation par jeu vidéo est relativement complexe, mais il peut être intelligible. Alors, on a d'abord comme on est côte à côte, on n'est pas face à face, on est côte à côte, face à un objet, immergé à un objet tiers qui est doté d'autonomie, ce monde virtuel, et bien on réactive une situation, comme je le disais tout à l'heure, de mère-enfant, parent-enfant face à un objet externe, de la co-attention, donc de quelque chose de très ancien, avec la notion de sécurité. Donc il y a une recherche transférentielle chez le patient d'une forme de sécurité par le thérapeute. Le thérapeute protège par ses interprétations, ses commentaires, permet d'avoir une forme de sécurisation du patient face à une expérience qui, malgré le côté un peu matamore de beaucoup d'enfants quand ils sont dans les jeux vidéo, peuvent être tout à fait apeurés, anxieux face à ces expériences virtuelles. Et vous avez un autre type de transfert qui est un transfert en alter ego. On est ensemble, donc on est pareil. Donc on est semblable. Et là, vous avez une notion narcissique qui est présente, qui peut se détecter relativement facilement, la façon dont l'enfant, le patient partage avec le thérapeute ses éprouvés, et qui peut être aussi en situation de compétition. Moi, j'arrive à faire ça, est-ce que toi, tu vas y arriver, etc. etc. Il y a la notion d'alter ego qui est une notion transférentielle qui a été développée par Cohut dans la psychologie du soi, et Cohut étant un psychanalyste qui ensuite a quitté la psychanalyse pour créer une certaine conception de la psychologie du soi, mais qui par rapport au monde virtuel, retrouve, en tout cas c'est mon sentiment, un certain intérêt, et je crois que ça vaut vraiment le coup de relire Cohut aujourd'hui. Puis vous avez un troisième type de transfert, de façon schématique, ces types de transferts pouvant s'entremêler, qui est un transfert de nature initiatique. C'est-à-dire là on retrouve la côté symbolique des jeux vidéo. Beaucoup de jeux sont des jeux de quête. C'est-à-dire que l'avatar qui représente le sujet dans ce monde virtuel est un avatar démuni. Il va, au fil d'un parcours avec des combats, des réalisations, etc., il va acquérir des attributs, une forme de puissance. Et en fait, dans tout le déroulement
de ce parcours, vous avez une forme initiatique de développement du soi, développement de soi. Et, et d'ailleurs assez remarquable que dans notre culture où les rites initiatiques de l'adolescence n'existent plus, où les notions d'épreuves qualifiantes pour parvenir à l'âge adulte, ça n'existe pas. Nous sommes une société qui ignore ce type de rituel ou qui les a mis à l'écart. Et ben on voit aujourd'hui les jeunes adolescents rechercher de façon très active ces quêtes et ces rites initiatiques au travers des expériences virtuelles et des jeux vidéo. De même, là, on est dans une société pour laquelle les valeurs guerrières n'existent plus. Elles sont massivement réprimées. Il n'est pas bien pour un jeune garçon d'aimer la guerre, d'aimer les armes, etc. Il y a une forme de répression culturelle très puissante dans notre culture. Et bien on retrouve chez les jeunes garçons une appétence très forte pour les jeux de guerre et les combats. Et c'est trop court de dire que c'est juste un exécutoire de l'agressivité. Ça n'est pas, ça peut l'être, mais ça n'est pas que ça. C'est surtout la recherche des vertus formatrice du combat et de l'expérience guerrière. Donc il y a dans les jeux vidéo une forme de retour du refoulé, en quelque sorte, de notre culture. Donc ces questions de symbolique, elles sont dans ce type de transfert d'initiation. C'est-à-dire que l'enfant montre au thérapeute ce qu'il est capable de faire et jusqu'où il va aller, comme il fait des choses bien. Et il demande en fait à être admiré par le thérapeute, que le thérapeute soit dans une position d'admiration devant le soi grandiose, c'est le terme de Cohut, réalisé par ses patients. Et là, on voit bien la dimension narcissique aussi très, très forte qui est appliquée par les jeux vidéo. Dimension narcissique qui ne se reflète pas du tout dans le choix simplement de l'avatar en termes les propriétés de l'avatar sont le reflet de l'image de soi. C'est trop court, ça peut être vrai dans un certain nombre de cas, mais dans beaucoup de cas, ça n'est pas vrai, ce n'est pas l'aspect corporel ou les attributs physiques de l'avatar qui sont le reflet de l'image du corps du patient. Ce que recherche le sujet dans la construction d'un avatar, c'est la possibilité que cet avatar puisse faire un parcours et devenir autre que ce qu'il est au départ. Et donc là, on a cette notion de transfert d'initiation qui est très importante. Alors ces trois types de transferts se mêlent, même à l'intérieur d'une même séance, vous pouvez avoir des facettes transférentielles différentes. Et toute la difficulté consiste à qu'est-ce qu'il faut en faire sur le plan de la conduite de la thérapie. Alors, au départ de ma pratique, je fonctionnais de façon relativement classique avec, quand j'avais suffisamment de matériaux pour avoir une intelligibilité d'une situation conflictuelle, par exemple chez un patient, d'attendre que ça se répète plusieurs fois sous des formes différentes. À ce moment-là, l'espace me semblait libre pour une interprétation verbale du contenu du contenu virtuel, de la conduite de jeu virtuel. Et j'en suis revenu, c'est-à-dire que l'interprétation verbale d'action virtuelle dans le jeu thérapeutique n'a pas d'effet. Non seulement ça n'a pas d'effet, mais c'est profondément perturbateur et ça n'est pas psychiquement intelligible par le patient. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'en fait, l'acte virtuel porte sa propre symbolisation. Et que si on rajoute une symbolisation verbale ultérieure, externe, en fait, on n'est pas connecté avec cette première symbolisation. Et il faut raisonner différemment et comprendre que l'action virtuelle est un discours. C'est-à-dire que c'est un acte psychique complet, métapsychologiquement complet, avec une dimension topique, économique, dynamique, si on est en psychanalyse freudienne classique. Et donc, on ne peut pas rajouter une interprétation qui n'aurait pas de sens. Par exemple, si vous avez un patient qui avec un jeu vidéo, avec un avatar, et que cet avatar
il le fait mourir systématiquement. Si vous faites une interprétation grossière en termes de soit tu as peur que quelqu'un meure, soit toi-même tu vis quelque chose de très douloureux et tu aurais envie de mourir. Enfin, des interprétations de ce type-là, émises verbalement, on passe à côté. L'action virtuelle, l'acte virtuel porte l'ensemble de sa signification. Et quand c'est compris, mentalisé par le thérapeute, et ça peut être, ça suffit dans la co-immersion à permettre la question de l'efficacité thérapeutique. Le modèle peut-être le plus proche est celui de l'efficacité symbolique, tel qu'on le voit dans soit les cures chamaniques, soit les cures de patients schizophrènes, où la réalisation même de quelque chose suffit, et que le commentaire verbal ou l'interprétation verbale devient inopérante, et même perturbatrice. Alors, ça ne veut pas dire que la dimension de l'énonciation verbale est absente, parce que dans l'expérience des cures que j'ai d'enfants et d'adolescents avec les jeux vidéo, le jeu vidéo ne prend qu'une part de l'espace de la thérapie, du temps de la thérapie. Et de façon très récurrente, des thérapies qui commencent avec un intérêt pour les jeux vidéo par le patient demandant à jouer avec le jeu vidéo, généralement pour la création d'une alliance de travail, pour le patient étant rassuré par le partage avec le thérapeute de quelque chose qu'il aime, etc. Au fil du temps de la thérapie, le jeu vidéo s'est progressivement désinvesti au profit d'une relation très classique de communication verbale entre le thérapeute et le patient. Donc il y a ce mouvement-là qui s'observe de façon très fréquente, et on pourrait presque dire c'est qu'à partir du moment où le thérapeute a accepté la virtualisation, accepté l'utilisation par le patient de ces mondes virtuels, et non seulement l'a accepté, mais l'a partagé dans cette expérience du virtuel, que ça ouvre la possibilité ensuite dans la thérapie d'une énonciation verbale qui est authentique et qui permet le déroulement d'une thérapie au sens conventionnel du terme. Donc en conclusion, le virtuel nous force à aller au-delà de préconceptions qui sont fixées, qui sont anciennes et qui doivent être modifiées. La première préconception, c'est celle de la barrière disciplinaire entre ce qui serait psychanalyse et approche psychodynamique et les sciences cognitives. Il faut subvertir cette division entre les disciplines pour créer des liens et importer en psychanalyse les apports et les approches des sciences cognitives et des neurosciences. Et le virtuel est au carrefour de cette subversion, de ce franchissement des barrières interdisciplinaires. Alors il faut aller au-delà des résistances sociologiques entre les disciplines pour pouvoir créer ces passerelles et comprendre conceptuellement le virtuel. Alors ça a des applications pratiques. Moi, je ne partage pas l'idée qu'il y ait de la séparation en pratique, par exemple, entre ce qui serait psychothérapie et remédiation cognitive. Les remédiations cognitives sont aucun sujet n'est segmenté entre ces aspects cognitifs et ces aspects psycho-affectifs ou émotionnels. Ça n'est pas vrai. Donc il y a à théoriser la réalité de ces deux mouvements. C'est-à-dire que quand on utilise les mondes virtuels avec des patients, on les sollicite à la fois sur le plan des représentations inconscientes et on les sollicite aussi sur le plan des réalisations cognitives. Et il y a une harmonisation qui se fait. Et donc il faut pouvoir arriver à
à conceptualiser cette unité. C'est dans ce sens-là que j'ai essayé, ou que je continue à essayer, de conceptualiser cette unification entre les données de la psychanalyse et les données des sciences cognitives au travers d'une théorisation d'une troisième topique qui est construite ainsi, c'est-à-dire que le moi, au sens métapsychologique freudien, par la réflexivité narcissique, le moi se prenant lui-même comme objet d'amour, aboutit à une modification structurelle de ce moi qui devient le soi et qui devient une instance de complexité, puisqu'on sait que la récursivité d'un objet sur lui-même est porteur d'une progression vers une instance de complexité supérieure. Et cette instance de complexité qui est le soi a trois grandes fonctions. Et une fonction d'individuation, le soi, c'est-à-dire le soi on n'est pas l'autre, et le soi se construit, il est constamment en nécessité de construction de son individuation, qui est constamment menacée de disparaître. Il a une deuxième fonction, c'est la cohésion cognitive, c'est-à-dire que nous avons des informations qui nous viennent du monde extérieur et du monde intérieur qui sont fragmentaires, qui sont décohésifs et que nous devons rendre cohérents, cohésives. Et pour ça, il faut une instance de degré supérieur pour pouvoir rendre cohérent notre monde. Et puis la troisième fonction, c'est la virtualisation, c'est-à-dire que nous avons en nous notre capacité de penser, ce n'est pas une capacité de penser qui décide des actions, c'est une capacité de penser qui nous permet de virtualiser nos actions déjà engagées. Et à partir de cette virtualisation, de pouvoir les refléter et les anticiper, et anticiper la réalisation d'actions ultérieures. Et alors, ces trois aspects de l'individuation, de la cohésion cognitive et de la virtualisation, et bien ce sont trois dimensions, trois fonctions qui sont engagées dans l'action virtuelle. Et la conclusion de mon parcours théorique autour de ces données observables des jeux vidéo, c'est cette théorisation d'une troisième topique. Voilà.